va parler d'un autre écosystème, lui aussi fondamental. C'est l'écosystème de notre habitat d'espèces, c'est-à-dire la ville. Là où le plus possible, de plus en plus, pardon, de populations humaines habitent et vont habiter. Et donc, on va avoir une séquence importante. La ville sera-t-elle au rendez-vous de l'histoire, c'est-à-dire de notre histoire? C'est notre habitat d'espèces. La ville est un facteur important dans les émissions de CO2 et dans les consommations de ressources. Eh bien, face aux enjeux qui sont les nôtres, comment évolue la ville? Comment peut-elle évoluer? Et donc, dans un premier temps, je vous demande, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, elle invitera ensuite ses co-intervenants à venir. Je voudrais que vous invitiez, qu'on invite sous vos applaudissements, Clémence Béchu à me rejoindre. Clémence Béchu de Béchu et Associés, qui est aussi évidemment ami, partenaire fidèle du biomimétisme, du CBIOS, de Biomimexpo, et qui est là depuis hier et donc encore toute la journée. Et je vais te passer le relais pour traiter ce sujet que tu connais bien, celui de la ville, et je te laisserai inviter tes co-intervenants. Merci beaucoup. J'excuse Olivier Schaeffer qui est dans le programme, mais qui malheureusement, pour des raisons familiales, n'a pas pu être là aujourd'hui. Merci Clémence de prendre le relais. Merci Alain, bonjour à tous. Donc j'invite à me rejoindre Laurent Husson, fondateur de Climate Company, Donald, qui va venir vous parler d'énergie, une autre Clémence, qui elle va nous parler des stratégies du végétal nécessaires à développer en ville, et puis Adine, qui va nous permettre de reprendre un petit peu notre envol à l'échelle de la collectivité, qui arrive par là. Voilà. Voilà. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui d'animer cette table ronde sur la ville, au travers de cette question: la ville sera-t-elle au rendez-vous de l'histoire? J'ai d'ores et déjà l'envie de vous dire oui. Pourquoi? Parce qu'en 2050, nous serons 70% d'Homo sapiens urbains, et des Homo sapiens urbains qui habiteront majoritairement dans des villes. Des villes qui, elles, ne recouvrent que 3% de la planète, qui, d'ores et déjà, on le sait, sont à la fois et les principales responsables du changement climatique, mais aussi ses principales victimes. C'est donc dans les villes que se joue l'avenir de l'humanité, et donc celui de la planète. L'impact du changement climatique sur les territoires urbains démontre l'urgence d'aider des villes à mettre en place non seulement des stratégies d'adaptation pour s'adapter au changement climatique, propres aux spécificités de chacune, en complément de stratégies d'atténuation qu'on a déjà vu se mettre en place depuis quelques années via notamment le levier bas carbone. On va vous parler d'adaptation aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est vraiment hyper important à mettre au regard du jour. Il a été mis un peu de côté, étant donné que lorsque l'on parle d'atténuation via donc ce levier bas carbone, on sait qu'on en bénéficiera des impacts positifs qu'à horizon quelques années encore, sans doute chez nos enfants ou nos petits-enfants. En revanche, on est déjà des Homo sapiens urbains, on a le droit à un certain confort de vie et une qualité de vie partagée avec notre nature, et pour cela, il faut qu'on apprenne à mieux s'adapter au dysfonctionnement du changement climatique et à ses impacts à micro-échelle urbaine, soit la nôtre. Alors, les événements climatiques récents et la crise sanitaire auront eu comme effet positif, quand même, d'éveiller les consciences et de se rendre compte que finalement, les liens d'interaction entre nous, les humains, la nature et notre environnement sont évidemment très très importants. On parle de cette logique One Health qui est prônée par l'OMS depuis le début des années 2000 et qui aujourd'hui fait vraiment partie intégrante de la façon dont on doit composer nos écosystèmes urbains. La nature, on connaît désormais le caractère vital de sa réinstallation en ville, n'est-ce pas Clémence? Mais on sait qu'il faut faire plus. On doit apprendre à aller plus loin que d'intégrer de la nature au sein des villes. On doit, et c'est l'objet de notre présence aujourd'hui sur ces 2 jours, apprendre à réintégrer la ville elle-même au cycle de la nature. Alors moi, je dirige une agence d'architecture et d'urbanisme. On est donc architecte et on considère notre métier comme un
non seulement un métier de concepteur, mais aussi et surtout d'intégrateur de solutions, d'idées techniques, scientifiques, politiques, entre la sphère des collectivités publiques et le monde privé. En gros, tout cela signifie que sans vous tous, nous, on n'est rien et on ne peut pas avancer dans notre métier. L'architecture, c'est une pratique vivante, évolutive, qui doit se mettre à l'écoute des besoins de la ville. Et pour avancer tous ensemble dans cette économie d'avenir qui est l'économie du climat. Alors toi, Laurent, tu es le cofondateur, donc on le disait, de The Climate Company. Toi, ton sujet, c'est l'adaptation. C'est vrai qu'on a pris conscience aujourd'hui de l'enjeu que représente le changement climatique pour les villes. Avant, on était un petit peu dans le déni. C'est vrai que l'esprit humain est ainsi fait que quand il n'a pas de solution qui se présente à lui, il ne veut pas trop voir le problème. Aujourd'hui, on a passé cette crise sanitaire, on subit de plus en plus les effets du changement climatique, donc on est obligé de se rendre compte qu'il y a un problème. Et surtout, et c'est bien, grâce au développement technologique, on a beaucoup de solutions. Mais on a tendance à utiliser un petit peu ces solutions à tout va en se disant que ça va apporter un petit peu de bien, forcément, sans savoir vraiment comment le faire. Et donc pour ça, en fait, on a besoin de développer des outils d'aide à la décision pour prendre la bonne solution pertinente et efficiente au bon endroit. Et donc toi, Laurent, c'est ton enjeu. Raconte-nous comment ça se passe. Merci Clémence, merci pour cette magnifique introduction. Bonjour à tous. La première chose que je voudrais dire, simplement pour que vous ayez un point de repère, il y a 1700 villes dans le monde qui sont en urgence ou en exigence climatique. 1700 villes, cela correspond à peu près à, on va dire, toutes les villes de plus de 300 000 habitants qui vont voir leur démographie évoluer de manière exponentielle et qui vont avoir des difficultés avec le climat dans les 30-40 ans qui viennent. Dans ces 1700 villes, il y en a à peu près la moitié qui sont en exigence climatique, c'est-à-dire plutôt les villes de l'hémisphère nord, les villes qui démontrent que leurs citoyens, leurs élus commencent à avoir une conscience climatique et voient des difficultés auxquelles, sur lesquelles il va falloir travailler. Et puis, il y a une grande partie des villes qui sont en urgence climatique sur lesquelles il va falloir intervenir le plus rapidement possible. Simplement sur ces 1700 villes, il y a 500 villes de plus d'1 million d'habitants, il y a à peu près 400 villes en Europe qui sont concernées par ces sujets, 21 métropoles en France, 36 000 communes qui pourraient être impactées par le changement climatique dans l'avenir, etc. Et donc, dans ce contexte-là, dans cette dimension, quand on dit la ville sera-t-elle au rendez-vous de l'histoire, est-ce que ces 1700 villes dans le monde, est-ce que ces 400 villes en Europe seront au rendez-vous de l'histoire? Et pour moi, cela veut dire, est-ce qu'elles auront la capacité, notamment, de s'adapter aux évolutions du climat, de s'adapter au changement climatique. Bon, et il est absolument nécessaire qu'elles s'adaptent au changement climatique pour toutes les raisons que Clémence vient d'évoquer et pour une raison fondamentale, c'est que l'humanité vit principalement en ville et que la construction de notre histoire se fait en partie au cœur des villes. Bon, et donc, dans ce contexte-là, et comme l'indiquait également Clémence, de nombreux travaux sont en cours pour pouvoir aider à adapter les villes au changement climatique. Et ici, on est dans un endroit merveilleux pour identifier des solutions basées sur la nature, pour réadapter finalement les endroits où nous vivons et faire face à l'ensemble des enjeux environnementaux que nous allons connaître. Voilà, mais pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir faire le choix des bonnes solutions. Comme vous le savez, dans l'adaptation, il y a l'adaptation verte, il y a l'adaptation grise, il y a l'adaptation douce, c'est-à-dire l'adaptation qui est basée sur la nature, l'adaptation qui est basée sur les technologies et l'adaptation qui est basée finalement sur notre éducation et sur l'agissement des citoyens. Bon, si on reste sur l'adaptation verte et si, au-delà de l'adaptation verte, liée directement à la végétalisation, à la nature, à l'environnement, mais également à l'adaptation grise qui est basée sur des technologies qui peuvent être liées à la nature ou associées à la nature, comme on peut également le constater dans Biomime Expo. Voilà, qu'est-ce que l'on peut constater? On peut constater que l'ensemble de ces adaptations,
d'accord, nécessite un système d'aide à la décision, nécessite de savoir quelle est la bonne solution d'adaptation. Il n'est peut-être pas nécessaire de végétaliser de manière massive, de créer des mini-forêts dans tel ou tel endroit d'une ville qui finalement n'aura pas de problématique d'îlots de chaleur, par exemple, massifs dans les années à venir et dont le risque principal sera lié aux inondations des fleuves. Et à ce moment-là, la solution devrait être différente. Voilà. Et donc, chez The Climate Company, simplement pour parler une minute de nous, ce que nous faisons, c'est que nous traitons l'ensemble des données climatiques existantes pour pouvoir anticiper le risque climatique à micro-échelle urbaine, c'est-à-dire pouvoir anticiper le risque climatique à l'échelle de chaque quartier d'une ville, pouvoir anticiper ces risques sur 20-30 ans. Donc quand on dit anticiper ces risques, c'est pouvoir indiquer précisément pour chaque quartier d'une ville ou pour chaque adresse, d'accord, quelle va être l'exposition et à quel type de risque, quelle nature de risque climatique et quelle fréquence. Et en fonction de cette évaluation du risque, on va ensuite flécher vers des solutions. Voilà. Et donc, nous avons créé un indicateur qui s'appelle l'indicateur UCX, Urban Climate Index, que vous pouvez venir découvrir sur notre stand, pas loin d'ici à droite, voilà, qui est un indicateur totalement automatisé et qui calcule pour tout point du globe l'exposition au risque climatique et qui permettra de faire en sorte que les villes soient réellement au rendez-vous de l'histoire. L'un des rendez-vous de l'histoire majeurs, c'est de faire rentrer la donnée climatique dans l'ADN des villes. Voilà, c'est notre enjeu, c'est un enjeu massivement important et c'est un enjeu pour aujourd'hui parce que si on a une bonne connaissance du risque, on sensibilisera de manière beaucoup plus facile les citoyens, les investisseurs, les élus à la réalité du risque. Voilà, on les mettra face à des décisions majeures à prendre maintenant. Donc on comprend bien que pour toi, et c'est vrai que nous c'est vraiment quelque chose qu'on défend aussi à l'agence, le climat est réellement la clé de voûte de la ville. Et quelle relation avec la ville biomimétique ? Simplement le fait que quand on regarde la nature, elle est fondée sur deux principes fondamentaux qui sont ses propriétés en matière de sobriété et le fait qu'elle fonctionne au travers de relations écosystémiques. Deux piliers qui sont doublés d'une capacité exceptionnelle à pouvoir appréhender son environnement. Et quand on parle d'environnement, on parle de climat, et je pense que c'est vrai que si on veut fabriquer cette ville biomimétique à laquelle chacun aspire, qui va nous permettre de transformer le paradigme de la façon de faire nos villes, alors on a effectivement et certainement besoin de comprendre cette donnée climatique si essentielle. Alors on parlait de nouvelle économie, c'est une économie du climat dans laquelle s'inscrivent tous les exposants qu'on a la chance de découvrir lors de ces 2 jours. Et on voit bien, c'est vrai, là, se dessiner un nouveau métier qui pourrait être le métier d'acupuncteur du climat peut-être. Il y a une étude récente que j'aime beaucoup parce qu'elle met en perspective la façon dont les choses avancent, qui stipule que d'ici 2030, 80% des métiers qui existeront en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Et donc, je trouve que c'est très enthousiasmant. Et dans ces nouveaux métiers, nombreux concerneront également la gestion des énergies. Alors, un sujet qui d'ailleurs est très d'actualité. Je me tourne vers toi, Donald. Donc toi, tu es le fondateur de Serenison Energy. Ton projet, c'est de créer des communautés d'énergie renouvelable qui fédèrent à la fois les producteurs, les consommateurs et les financeurs. C'est vrai que finalement, dans ce nouveau monde qui se dessine, on se pose un petit peu la question de qui paye quoi finalement. Et on ne sait pas trop par quoi commencer, alors que finalement, observer la nature et voir comment elle fonctionne dans ses relations écosystémiques a beaucoup à nous apprendre. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton épopée Energyson ? Voilà, l'épopée de Serenison, effectivement, c'est intéressant d'ailleurs. Merci Clémence de m'inviter, merci Alain Renaudin de m'y avoir invité, parce qu'elle a démarré il y a 5 ans. Donc j'ai créé Serenison pour développer des communautés locales d'énergie renouvelable. Et au moment où j'écrivais mon business model, j'ai eu la chance de suivre un stage de quelques jours avec Emmanuel Delannoy sur la permaéconomie et comment le biomimétisme doit influencer les business models de demain si on veut être capable de faire face aux enjeux qu'on vit aujourd'hui et depuis déjà plusieurs années autour du dérèglement climatique notamment. Donc en s'inspirant du vivant, on constate, et Laurent, tu le mettais dans ton slide tout à l'heure, il y a 70% des êtres humains qui habitent dans des villes. Et pourtant, notamment dans le monde occidental,
90% de l'énergie dont on a besoin pour alimenter nos activités est produite probablement à 350 km d'ici. Donc la notion de circuit court de l'énergie, c'est ce qui m'a motivé à dire il faut trouver une nouvelle façon de voir la production et la consommation d'énergie au travers de ces circuits courts, un peu comme l'alimentation. Et c'est vrai que quand on regarde les sites anthropisés sur la Terre, il y a de quoi produire avec le soleil, le vent, la géothermie, la méthanisation, de l'énergie produite là où on vit, là où on travaille, là où on joue, là où on apprend. Et c'est ça qui m'a poussé à réfléchir à un modèle pour développer des communautés. Donc des communautés, c'est-à-dire comment faire ensemble au sein d'un territoire pour produire une énergie verte, locale et résiliente en matière de coûts, en matière de disponibilité et en matière de propreté de cette énergie, pour alimenter nos besoins. Donc l'objectif, lorsqu'on a lancé cette aventure, c'était de dire, voilà, il faut produire une énergie verte, locale, sans impact sur la biodiversité, parce qu'on a déjà pas mal bétonné, il y a de quoi faire, pour couvrir 30 à 50% des besoins dont on a besoin au sein de nos villes, sachant qu'aujourd'hui, pour vous donner un point de repère, on est à peu près à 99,8% d'énergie qui est produite à l'extérieur de nos villes et qui est transportée sur de longues distances. Ce qui était une bonne chose, j'ai envie de dire, depuis au niveau des années 40, 50, 60, le développement industriel. Mais aujourd'hui, quand on se projette sur les 50 ou 100 prochaines années, on se rend compte que le mix central-local doit changer si on veut respecter ces enjeux et profiter de ces projets pour sensibiliser à c'est quoi l'énergie, c'est quoi sa valeur, c'est quoi sa disponibilité. Et cette notion de boulimie énergétique qu'on a vécue au cours des 30-40 dernières années, se rendre compte qu'effectivement, il y a des solutions pour inverser la tendance. La notion de communauté, au-delà de la notion d'énergie, c'était de dire comment est-ce qu'on intègre tous les vivants sur un territoire au sein d'un même projet. Et c'est là où l'approche écosystémique de la permaéconomie et du biomimétisme nous a permis de tenter l'expérience, de dire, développons une communauté où on réunit la collectivité locale, les entreprises et les artisans du quartier et les riverains pour faire un projet commun d'investissement sur la communauté et que ces retombées en termes d'énergie, mais aussi en termes financiers, puissent retomber sur le territoire. Et c'était probablement la partie la plus compliquée de cette aventure, Clémence, parce que quand j'ai été voir les élus, j'ai été voir les entreprises, les premières réactions, c'était de certains élus de dire « Ah, vous savez, Monsieur François, des projets publics-privés, c'est compliqué ». Ou quand j'allais voir une entreprise, ils disent « Ah non, mais si vous mettez la commune là-dedans, moi, j'y vais pas ». Et encore pire, si vous mettez un collectif de citoyens pour le faire. Donc, on est un peu prisonnier des postures, en fait, traditionnelles qu'on a eues pour développer des business, essentiellement parce que je sois une collectivité, une entreprise ou un particulier, quand j'installe un panneau sur ma toiture, mais c'est pour mon besoin et je suis derrière mon portail et ça me suffit. Et aujourd'hui, avec l'enjeu de la transition énergétique, la notion de faire ensemble est indispensable. Et l'innovation qu'on propose ici, c'est plutôt innovation de mentalité et innovation de culture pour arriver à mettre autour de la table tous ces acteurs. Quand j'ai lancé Serenison, donc j'ai travaillé bien sûr sur le business model, on fait des calculs, on fait des dessins, et j'ai vite compris que compte tenu de l'aspect psychologique et humain de ce projet, il fallait partir d'une expérimentation. Et donc j'habite dans ce quartier, dans la ville de Cabriès, qui est entre Aix et Marseille, pour vous repérer. Et je me suis dit que pour tester mon modèle, si j'arrive à convaincre mes voisins, mes élus et les entreprises du territoire, mais ça sera une preuve que c'est possible, ou alors j'y arrive pas et j'arrête. Donc déjà, ça aussi, c'était une inspiration d'Emmanuel Delannoy, la notion de l'escargot, c'est-à-dire si on veut faire un changement, si on arrive à le faire dans sa maison, dans sa chambre, dans son quartier, dans sa ville, et puis partir comme ça en cercle concentrique, c'est probablement comme ça qu'il faut imaginer les innovations. Donc, dans ce cercle, on a créé une communauté d'énergie renouvelable où on déploie des capacités de production d'énergie qui sont partagées en autoconsommation collective avec l'ensemble des participants qui souhaitent intégrer cette communauté, avec comme pari d'amener une énergie verte, locale et moins chère que ce qu'ils payent d'habitude pour couvrir à peu près 30 à 40% des besoins électriques de cette communauté. Et cette communauté est en opération depuis novembre dernier, donc ça fait 1 an. Et j'ai envie de dire, on a tenu le pari, parce que quand on regarde, je passe un peu rapidement le bilan,
En quelques mois, on a pu couvrir 47% des besoins en énergie d'un collectif composé de l'école sur laquelle est installée la première centrale, donc la collectivité, une soixantaine de foyers qui habitent dans le giron réglementaire, parce qu'il y a des règles établies en France pour gérer les opérations d'autoconsommation collective, et quelques artisans, entreprises qui participent aujourd'hui à ce projet et donc qui bénéficient d'une énergie qui est produite avec ce que le soleil propose sur ce territoire. Donc, l'objectif effectivement de notre démarche, c'est de pouvoir développer massivement au sein des villes. Si je reviens sur cette image, de produire massivement au sein de nos villes des capacités de production, financées collectivement autant que possible, et où les bénéfices, donc les kilowattheures verts et locaux, et aussi les retombées économiques, puissent bénéficier à ces participants. Un autre élément qui m'a encouragé à tout mettre en fait dans ce projet, c'était qu'en 2018, on était encore dans les problématiques gilets jaunes de la transition énergétique, c'est-à-dire vous définissez des règles de transition énergétique qui me pénalisent ou qui ne tiennent pas compte de ma situation. Donc la notion de communauté d'énergie renouvelable, c'était aussi de dire il faut qu'on arrive à produire une énergie verte et locale accessible à tous. Et quand on regarde aujourd'hui le solaire développé en France, mais probablement partout dans le monde occidental, quand on installe un panneau solaire, il ne bénéficie qu'à la seule personne qui a investi dans ces infrastructures. Alors qu'il y a plein d'idées qu'on peut imaginer pour casser ce modèle. Et effectivement, dans le contexte de l'économie de la fonctionnalité, collectivement déployer des projets. Et aujourd'hui, dans ce quartier, il y a des logements sociaux là, sur la droite du cercle. C'est toutes des personnes qui ne sont pas propriétaires fonciers, qui n'ont pas forcément les moyens ou les livrets A pour s'installer des panneaux. Et pourtant, aujourd'hui, ils peuvent bénéficier d'une énergie verte, locale et moins chère sans avoir à investir. Donc ça aussi, c'est casser ce dogme de dire si j'investis, mais les bénéfices, ils me reviennent. Mais quand on investit collectivement, mais les bénéfices, ils reviennent aux investisseurs, mais également aux personnes qui, quelque part, subissent ces projets qui arrivent sur leur territoire. Ils les voient dans une vitrine, mais ils n'en bénéficient pas. Donc voilà, c'était aussi cet enjeu sociétal, en plus de l'enjeu environnemental, qui m'a encouragé à essayer de réfléchir à ces sujets. Et est-ce que la ville sera au rendez-vous de l'histoire? Mais cette notion de dire, quand je design une ville, que je sois un architecte ou un élu local, un nouveau quartier, une zone d'activité, réfléchir à comment je vais alimenter en électricité, en eau propre, en air propre ces lieux de vie, ça devient la responsabilité de chacun de nous, qu'on soit citoyen, qu'on soit architecte, qu'on soit élu, pour dire, voilà, comment est-ce que je vais réussir à produire 50% de l'énergie dont j'ai besoin dans mon lieu de vie, et qu'est-ce que je dois casser comme habitude pour y arriver. Merci Donald. C'est sûr que cette ville, sa condition d'existence, la condition d'existence de la ville biomimétique, c'est réellement de réussir à définir à tous les niveaux une ville qui soit bien mieux partagée par tous et pour tous. Et ce que j'entends aussi dans ce que tu dis quand tu parles de boulimie de l'énergie, je me dis que finalement, avant d'arriver à ce fameux pilier de la sobriété, il est peut-être temps qu'on passe tous par un petit peu de sevrage. Je pense que ça fera du bien à tout le monde pour se rendre compte de quoi est-ce qu'on a finalement réellement besoin. J'en profite pour... tu as mentionné plusieurs fois Emmanuel Delannoy. J'en profite pour citer deux phrases qui figurent dans son rapport « La biodiversité, une opportunité pour le développement économique et la création d'emplois », puisqu'on est vraiment dans ce sujet-là. Il a expliqué qu'1 euro dépensé au titre de la protection de la biodiversité génère en moyenne 2,64 euros de production et 1,31 euros de valeur ajoutée. 1 million d'euros de ces dépenses engendrent en moyenne pratiquement environ 19 emplois. Et donc ça souligne le fait que finalement, peu d'entre nous ont conscience du fait que la biodiversité sous toutes ses formes est un réel vecteur d'économie. Et on peut se poser vraiment la question de savoir si finalement le vivant ne rapporterait-il pas plus que ce qu'il ne coûte. Je vous laisse philosopher là-dessus. Je me tourne vers toi, Clémence, parce que toi, tu t'inscris également dans cette démarche avec la fabrique à feuilles que tu vas nous décrire. Alors, quel est ton projet et comment accompagnes-tu les collectivités et les entreprises dans cette nouvelle économie du végétal urbain qui, au-delà de son rôle ornemental, est vraiment nécessaire parce que le végétal peut apporter beaucoup de fonctions, des fonctions en termes d'îlots de fraîcheur, en termes de pédagogie, d'éveil éducative, en termes de liens sociaux, également répondre au grand enjeu de la ville nourricière, puisque quand on prend
ce chiffre dans l'autre sens, qui est donc le fameux d'ici 2050, 70% des Homo sapiens seront urbains, alors ça veut dire aussi que d'ici 2050, 70% de la nourriture sera consommée dans les villes. Merci Clémence. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette belle invitation. J'ai beaucoup de joie à être avec vous aujourd'hui. Comme tu l'évoquais tout à l'heure, Clémence, c'est vrai qu'il y a une évolution en termes de prise de conscience du changement climatique. Et c'est vrai qu'on voit une vraie accélération, notamment depuis cet été, parce que voilà, suite au Covid, il y a eu énormément d'épisodes d'incendies, etc. Et c'est vrai que le changement climatique, quand ça arrive près de chez soi, on en est encore beaucoup plus conscient. Aujourd'hui, face au changement climatique, en fait, il y a plusieurs stratégies qui sont possibles, plusieurs fonctionnements. Globalement, le fonctionnement que vous connaissez tous, c'est ce qu'on va appeler la compensation. La compensation, qu'est-ce que c'est? Pour faire un bref rappel, c'est venir limiter les impacts négatifs en globalement allant planter des arbres à l'autre bout de la planète, donc dans des projets qui vont être extrêmement déconnectés des logiques de territoire. Ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est cette logique qui est un petit peu différente, qui s'appelle la régénération. Donc, la régénération, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est le fait de venir en fait générer des effets positifs sur l'environnement et en fait globalement de recréer les conditions pour que l'environnement puisse venir se recréer, se réparer par lui-même. Alors vous allez me dire pourquoi c'est important que ce vivant se recrée par lui-même, puisque finalement c'est nous qui avons créé ces impacts négatifs. C'est une très bonne question. Donc en fait, je vais vous donner un exemple tout simple. J'imagine qu'il doit y avoir des amateurs de jardinage dans la salle. Si vous avez un jardin et qu'à tel endroit vous avez un pissenlit qui pousse, en fait vous ne voulez pas de pissenlit, vous voulez mettre des tulipes à cet endroit-là, donc vous allez arracher des pissenlits, préparer la terre, planter vos tulipes. Et en fait, quoi qu'il arrive, c'est des pissenlits qui vont revenir. C'est-à-dire que vos tulipes vont mourir et les pissenlits vont revenir, etc. Pourquoi en fait ces pissenlits vont revenir? Parce qu'en fait, le vivant reste le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour lui à cet endroit-là et à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel de se rappeler. Donc, en gros, régénérer, c'est recréer les conditions pour que le vivant puisse se réparer par lui-même, parce que finalement, il fait ça beaucoup mieux que nous, et en plus, il sait vraiment ce qui est bon pour lui. Voilà, et ça, donc cette régénération, elle est essentielle. Et pour pouvoir accéder à cette régénération, ça va être important de se reconnecter au vivant. Aujourd'hui, le vivant, on en est profondément déconnecté. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire ou cette image du tsunami. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En gros, quand il y a un tsunami sur une plage, toutes les espèces vont avoir quitté la plage depuis des heures. Et la seule espèce qui regarde la vague arriver en se disant « Tiens, c'est quoi ce qu'on voit arriver là-bas ?» qui éventuellement sort son téléphone pour filmer, ça reste l'espèce humaine. Voilà, c'est un peu pour vous illustrer le niveau de déconnexion qu'on va avoir au vivant. Et du coup, ça a fait la transition avec la mission de la Fabrique à Feuilles. Nous, en fait, on vient vous accompagner pour changer, enfin, on vient accompagner plus précisément les entreprises et les territoires à changer de regard sur ce vivant pour pouvoir faire un pas de côté, en fait, et ensuite s'engager dans une démarche vers la régénération. Voilà. Et donc, cette démarche vers la régénération, elle se traduit globalement en 3 grands services. Le premier, en fait, ça va être cet éveil ou ce réveil des consciences, parce que finalement, ce vivant, il fait partie de nous. Hein. Nous sommes ces écosystèmes, comme on l'a vu hier, comme on l'entendait à la plénière encore ce matin. Donc, ce réveil et cette reconnexion au vivant. Et une fois qu'en fait, on est reconnecté à ce vivant, c'est changer de regard et pouvoir amorcer cette étape de régénération. Donc, la deuxième étape, c'est du conseil en innovation, du conseil en régénération. Globalement, donc, on va prendre les sites, les espaces, et on va regarder quels étaient les services qui étaient effectués par le vivant auparavant. De manière assez logique, hein, il n'y a pas toujours eu un parking ou un bâtiment sur un site. Avant, il y avait du vivant, il y avait un sol qui assurait certaines fonctionnalités, il y avait des espèces végétales, animales qui étaient des supports de biodiversité, il y avait des sols qui étaient vivants, etc. etc. Donc, l'essentiel, c'est d'abord de voir un peu, de faire un état des lieux de ce qui était présent sur ce site auparavant. Quels sont les usages humains aujourd'hui et comment il est possible de venir au mieux régénérer les écosystèmes tout en maintenant ou en faisant évoluer ces usages humains aujourd'hui. Donc une fois qu'on voit un petit peu comment il est possible de recréer un projet de régénération sur site, en fait nous on va faire un sourcing des partenaires. C'est-à-dire qu'on a tout un écosystème qui est autour de la Fabrique à Feuilles, qui compte à peu près plus d'une centaine de partenaires, dont certains sont d'ailleurs présents à la BIMIM Expo, hein, des partenaires qui vont chacun être spécialisés dans différents domaines. Donc, pour n'en citer qu'un, il y a Glowy, donc, qui est à la BIMIM Expo, qui vient faire de la bioluminescence avec des algues.
On a aussi des acteurs qui vont être spécialisés dans les composts, dans les micro-forêts, dans les potagers urbains, dans les murs végétalisés, les toitures végétalisées, les ruches, etc., etc., etc. Je ne vais pas tous vous les détailler. Mais en gros, l'idée, une fois c'est que le projet a été construit, que le sourcing des partenaires a été fait, c'est de venir les articuler dans une logique systémique, qui est finalement la logique du vivant, et qui est ce qu'on ne fait pas encore aujourd'hui, ou qu'on ne fait plus. La systémie, qu'est-ce que c'est ? Pour vous illustrer ça de manière assez imagée, quand le vivant, par exemple, va mettre des abeilles dans un espace, il ne se dit pas, tiens, bon, je vais juste mettre des abeilles, par contre, dans un environnement bien minéral, je leur mets pas d'eau, pas de nourriture, on va voir comment ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas, hein. Globalement, les abeilles meurent. Donc l'idée, c'est de comprendre qu'en fait, ces abeilles, elles sont connectées à leur territoire, elles sont connectées aux plantes mellifères qui sont à proximité, aux plans d'eau, etc., etc. Et donc l'idée, ça va être de venir recréer cette logique de systémie sur site et finalement de recirculariser la matière naturelle sur site avec un compost qui est réalisé avec les biodéchets du site en question, qui va venir alimenter la microforêt qui a été plantée et donc nourrir un sol qui est vivant, qui va être en même temps support de biodiversité et des abeilles, etc., etc. Voilà, pour un petit peu illustrer en quoi ça consiste, la fabrique à feuilles. Et le dernier step, c'est qu'on vient faire des mesures, parce que régénérer, c'est bien, mais le mesurer, c'est quand même mieux, histoire de dire, voilà, avant, on n'avait que du béton, on avait un environnement extrêmement minéral. Aujourd'hui, grâce à ce qui a été mis en place, à cette logique d'écosystème qui est revenue sur site, on a 10 degrés en moins, 15 degrés en moins, par exemple en plein été, on a plus 10, 15, 20%, 80% de biodiversité, qui sait. Voilà, donc tout ça, l'idée, c'est de les chiffrer. Alors concrètement, quel intérêt aujourd'hui pour une entreprise ou un territoire à venir régénérer ? Moi, j'ai bien une petite idée, mais je pense que le plus simple, c'est peut-être de l'illustrer avec un business case, avec un cas un peu concret qu'on effectue chez un client. Ce client, vous le connaissez tous, hein, je pense, il s'appelle UPS. Pour ne citer que lui. Et en fait, on travaille en ce moment sur une plateforme logistique qui est donc un environnement, je pense que vous le visualisez, qui est en zone industrielle, donc qui est extrêmement minéral, qui du coup va être soumis en plein été à des températures qui sont extrêmement fortes. Voilà, ça peut être un site sur lequel il va faire jusqu'à 50 degrés en été, donc 50 degrés en température ambiante. Ça va conduire en fait à un goudron qui est donc noir, qui concentre la chaleur, qui va avoir des températures de 60, 70, 80 degrés. À cette température-là, de manière hyper simple, hein, le goudron va fondre en fait. Et quand en plus on est sur une plateforme logistique sur laquelle il y a 100, 150 camions qui vont circuler par jour, bon, bah, du coup on vient abîmer les enrobés et on vient en plus abîmer, faire éclater les pneus, etc. Donc tout ça, ça vient générer des coûts. On se doute aussi que sur un site où il fait 50 degrés en été et quand on est dans un hangar de tri des colis, bah, du coup le bien-être des collaborateurs va être extrêmement compliqué. Ça va être extrêmement compliqué pour eux de travailler dans des bonnes conditions. Donc l'idée, ça va être aussi de pouvoir rafraîchir le site pour eux. Petit rappel, hein, il y a quand même une douzaine de personnes qui sont décédées en 2020 des suites d'accidents de travail liés aux canicules et aux fortes chaleurs. Donc ce bien-être des collaborateurs, il est clé sur site. Concrètement, donc, pour ne citer que ces ressources-là, mais ce qui va être essentiel, c'est de remettre en place derrière donc, des zones végétalisées, connectées à des zones d'eau, des récupérations d'eau de pluie sur site, pour permettre du coup des infiltrations à la parcelle. Donc quand il y a de l'eau qui est présente dans les sols, bah, c'est de l'eau qui va être disponible pour des sols vivants, c'est de l'eau qui va être disponible pour des végétaux. Donc un arbre, hein, globalement, on dit que c'est l'équivalent de 5 climatiseurs qui tournent pendant 20 heures. La consommation énergétique en moins et le coût en moins. Mais du coup, ça va venir mécaniquement abaisser les températures sur site, garantir un bien-être des collaborateurs, climatiser finalement de manière extrêmement naturelle les bâtiments. Hein, quand on raccorde ça avec des murs végétalisés sur le hangar, quand on raccorde ça donc à des composts qui vont pareil avec la richesse du sol finalement garantir sa fraîcheur. Tout ça connecté au plan d'eau. Quand on a toute cette logique systémique, en fait, on vient abaisser les températures. Et donc, cette logique de régénération, elle va venir à la fois protéger donc, les êtres humains qui sont présents sur site et qui y travaillent, le matériel, ce qui est quand même intéressant pour pouvoir maintenir l'activité, et en même temps, ramener d'autres espèces. C'est-à-dire que si sur ce site, dans toute la connexion qu'on est en train de mettre en place, on remplace aussi l'éclairage naturel par exemple de la bioluminescence, ça va permettre à des espèces qui sont photosensibles, et je pense aux chauves-souris, de revenir sur site
Alors vous allez me dire quel est l'intérêt d'avoir des chauves-souris sur site. C'est hyper intéressant les chauves-souris parce qu'elles ont un rôle, entre autres, qui est la régulation des insectes et notamment la régulation des moustiques. Je pense que ça ne vous a pas échappé cet été, mais il y a eu une vraie explosion de la population de moustiques et c'est fortement lié à la décroissance de la population de chauves-souris qui ont de moins en moins d'habitat puisqu'il y a de moins en moins d'espaces en France aujourd'hui qui vont être exempts en fait, de cette pollution lumineuse. Donc voilà un petit peu comment ça consiste. Alors pourquoi régénérer aujourd'hui quand on est une entreprise ou un territoire déjà, voilà, à mon sens, la ville de demain, si elle veut être au rendez-vous de l'histoire, elle sera régénérative. Elle viendra recréer ces éléments positifs en milieu urbain. Et puis pour une entreprise ou un territoire, choisir d'être régénératif, c'est choisir d'être pionnier, de garantir aussi la pérennité de son fonctionnement dans le temps. Et bien sûr d'être au service du vivant qui finalement nous protège et génère quand même toutes les conditions pour qu'on puisse vivre sur Terre. Donc ça me semble quand même important. Merci Clémence. On comprend bien que changer le paradigme de la ville, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire seul. D'ailleurs, tu parlais de chauve-souris. Il y a une petite start-up dont j'ai plus le nom en tête, mais c'est vrai que hier, à la remise du prix François Sommer, on parlait bioacoustique. Et il paraît qu'aller écouter le son des chauves-souris que nous, notre oreille humaine, n'entend pas au sein des villes, est un bon indicateur de la santé de la biodiversité, puisque la chauve-souris n'émet pas le même son selon qu'elle se sente bien ou qu'elle se sente mal. Et donc, voilà, quand on parle de changer le paradigme de la ville et du faire ensemble, c'est pas que entre nous, les homo sapiens urbains, c'est aussi et surtout en allant écouter le vivant. Voilà, c'est un peu, faut se mettre un peu à l'image d'une fourmilière ou d'une ruche. Hein. C'est la force du collectif qui fera bouger les lignes. Alors, en parlant de collectif, quand on entend collectif, on entend aussi collectivité. Il y en a certaines, et heureusement, on a besoin des collectivités pour bouger les lignes du territoire. Certaines d'entre elles sont très d'avant-garde en matière environnementale, très engagées, ouvertes à de l'expérimentation, malgré des réglementations qui, de temps en temps, sont difficiles à respecter, ou en tout cas peuvent se contredire au travers des échelles. Nous allons donc maintenant écouter Adine. Adine, vous êtes la chef du département écologie du territoire, ville et Eurométropole de Strasbourg. Merci d'être là. Pouvez-vous nous faire part de votre expérience et de cas concrets que vous avez mis en application en la matière ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Beaucoup de choses ont été dites par les intervenants précédents. Effectivement, les grandes villes, les métropoles accueillent beaucoup d'habitants, vont en accueillir de plus en plus. Strasbourg en fait partie. On a des milliers d'habitants qui arrivent tous les ans. Ces habitants, il faut les loger. Une fois qu'on les a logés, il faut aménager des équipements publics pour permettre à ces familles qui arrivent de pouvoir, par exemple, avoir des écoles pour leurs enfants. Donc il faut toujours construire des équipements en plus, des logements en plus, des locaux pour des locaux aussi professionnels. Dans la logique aujourd'hui, on ne veut plus étaler les villes. Vous avez sans doute tous entendu parler des démarches de zéro artificialisation nette. On ne veut plus s'étendre. Et l'objectif, si on veut avoir un territoire qui soit plus résilient, c'est aussi de le reconstruire sur lui-même et d'essayer finalement de faire la ville sur la ville. Quand on a dit ça, on a dit un gros principe, c'est très bien, mais ce n'est pas parce qu'on construit la ville sur la ville que pour autant cette ville va être au rendez-vous de l'histoire et va permettre à ses habitants de plus en plus nombreux qui y habitent de pouvoir y vivre sereinement. Les villes qui se densifient, elles chauffent, elles surchauffent, et on a pas mal aussi d'effets négatifs de cette densification. Pour le coup, en réfléchissant à un peu présenter comment on fait au niveau de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg, je me suis un peu poser des questions et je voulais pour le coup proposer un principe de jeu des questions en me disant que finalement si on veut avoir demain un aménagement du territoire qui soit résilient, si on veut demain des projets d'aménagement, de construction qui soient résilients, en fait il faut se poser les bonnes questions, se poser ces bonnes questions au bon moment et surtout ne pas oublier les questions qu'on se pose durant toutes les phases d'un projet, d'un niveau de planification où on regarde l'aménagement du territoire à une échelle supra, jusqu'au petit projet qui va venir impacter peut-être un seul pavé sur l'espace public. Et pour illustrer ces propos, j'ai pris un cas concret d'un groupe scolaire, une nouvelle école que l'on va construire sur le territoire. Et pour construire ce groupe scolaire, on a donc cherché un site, un terrain qui était à proximité d'habitation, parce qu'on ne construit pas une école
loin des logements. Donc on a trouvé un site. Et dans les questions que tout de suite on s'est posées, c'est bien, on a ce site. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur ce site? Qu'est-ce qu'il y avait sur ce site hier? Qu'est-ce qui fait de ce site, qu'est-ce que ce site a peut-être de particulier qu'il faudrait qu'on prenne en compte pour que notre projet demain soit bon? Changer les échelles. Il faut d'un côté zoomer pour regarder le site à une échelle vraiment de la parcelle, pour regarder par exemple l'occupation aujourd'hui, les usages qui sont existants sur le site, mais il faut aussi réussir à dézoomer et à réussir à placer ce site dans un paysage beaucoup plus large environnant comme celui que vous voyez à l'écran. Donc là, on est sur les quartiers ouest strasbourgeois. Quand on regarde où est-ce qu'on est, donc le périmètre du projet, c'est le polygone rouge que vous voyez à peu près au milieu de l'écran. Qu'est-ce qu'on constate quand on regarde cette parcelle? On est sur un espace qui est déjà artificialisé. On est sur un périmètre d'anciens équipements techniques. Et comme vous le voyez avec les hachures grises qui sont à droite du polygone rouge, on est sur tout un secteur qui va être en renouvellement urbain ces prochaines années. Ce qu'on constate assez vite aussi, c'est qu'on est sur un site qui est complètement enclavé. Enclavé, vous le voyez à droite, vous avez une barre nord-sud, c'est une voie ferrée. D'ailleurs, on a un réseau de voies ferrées assez conséquent dans tout le territoire. Et on a, du côté nord, ouest, sud, un réseau hydrographique qui est très présent sur ce site, avec un canal au sud et un petit cours d'eau qui s'appelle un mulbar, donc un diverticule qui servait à alimenter à l'époque des moulins sur tout le territoire de Strasbourg. Ce qu'on remarque aussi assez vite quand on regarde cette question de dézoom, c'est qu'on est sur un site qui se trouve un peu à l'interface entre des espaces plus naturels et encore relativement agricoles et un espace urbain qui est pour le coup beaucoup plus présent, beaucoup plus dense. Une fois qu'on a dézoomé, qu'on a regardé un peu à l'échelle globale, on va voir sur le site qu'est-ce qu'on y trouve. Donc d'abord, on observe, on regarde ce qu'il y a sur le site. Qu'est-ce qu'on a comme végétation? Qu'est-ce qui pousse sur ce site? Qu'est-ce qu'il serait intéressant de préserver? Tout n'est pas forcément bon à préserver, mais si les arbres sont là et ils poussent, et ça a été dit effectivement aussi par Clémence, s'ils poussent et qu'ils y arrivent aujourd'hui, c'est qu'ils répondent aux exigences du site, du sol, du climat, et ils fonctionnent aujourd'hui, et ça fonctionnera encore relativement bien demain. On peut avoir à l'opposé des sites qui ne fonctionnent pas bien, donc il faut aussi avoir cette logique de reconnexion, de recréation, éventuellement de régénération, comme ça a été dit. Un de mes chevals de bataille un petit peu, et je pense que dans le contexte actuel de sobriété, c'est plus que d'actualité, c'est d'essayer de ne pas défaire pour refaire. C'est des choses qu'on voit encore malheureusement trop souvent. On a des sites qui peuvent avoir des arbres, essayer de garder ces arbres qui sont là pour certains depuis peut-être 10 ans, 20 ans, pour certains peut-être depuis 50 ou 100 ans. Ces arbres, ils ont beaucoup à offrir. Tous les services systémiques écosystémiques rendus par les arbres ne sont plus à démontrer aujourd'hui pour la question du rafraîchissement, pour la question du support pour la biodiversité. Donc essayer de garder ces arbres, donc s'inspirer de la nature. Tout ce qu'on va pouvoir regarder sur ce site identifié, ça va nous donner un fil conducteur qu'il va falloir qu'on garde tout le long du projet. Ce fil conducteur va nous donner une cohérence sur notre projet. Donc là, on est venu, on a zoomé sur la parcelle. Donc si vous vous souvenez de la cartographie globale à l'échelle du quartier, je vous disais qu'il y avait un gradient de naturalité qui allait de l'ouest vers l'est, avec encore des espaces agricoles et naturels, et un espace plus urbain, plus on allait vers l'est. En fait, on retrouve ce même gradient de naturalité sur le site, avec sur la partie gauche, si vous vous souvenez, un cours d'eau, qui aujourd'hui avait encore la chance de présenter une belle ripisylve, donc des boisements le long de ce cours d'eau, et un espace plus à droite, déjà artificialisé par les équipements techniques qui étaient présents. Donc quand on a réfléchi à l'implantation de ce groupe scolaire, ça paraissait assez évident d'implanter les bâtiments sur les parties déjà artificialisées, sur la partie droite de la parcelle, et à l'opposé, de préserver au maximum les espaces qui étaient aujourd'hui naturels ou relativement naturels le long du cours d'eau avec une végétation assez présente. Et donc on retrouve sur ces trois schémas que vous voyez, l'implantation des arbres existants est projetée avec un gradient, donc des grands arbres le long du cours d'eau, mais on vient quand même les mettre en doigt de gant jusque dans le projet, vous voyez des ronds sur le bâtiment, jusqu'à des plantations sur le bâti.
Ce gradient, il se retrouve également sur les différentes surfaces et les autres strates sous les arbres en termes de végétation arbustive et herbacée. C'est ce que vous voyez sur le schéma en bas à droite. Et on n'oublie pas la question de l'eau. Donc je vous l'ai dit, on était sur un site très emblématique sur cette question de l'eau, ce cours d'eau qui contourne tout le site. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on est aussi sur un territoire soumis à des fortes contraintes d'inondation, liées à ce réseau hydrographique notamment. Et l'idée, c'était de voir comment est-ce qu'on arrive à faire de ce projet, comment ce projet allait prendre en compte l'inondation et transformer peut-être cette notion qui est vue comme une contrainte, comme un atout pour le site, le transformer et essayer de travailler à la question du cycle de l'eau à l'échelle du projet et de la parcelle pour voir comment on pouvait travailler les flux et gérer les eaux, la moindre goutte d'eau qui tombait sur la parcelle à l'échelle même du site. Et donc là, c'est ce que vous voyez en bas à gauche, avec une logique où voilà, toute goutte d'eau qui tombe sur le moindre bâtiment est récupérée et est remise en fait dans nos espaces libres, dans les espaces de la cour, dans les espaces verts. Vous l'avez tous vu aussi, on a des étés de plus en plus secs, on a la végétation qui souffre. Donc plutôt que d'avoir de l'eau qui repart dans le réseau, qui va dans nos stations d'épuration, qui pour le coup nécessite des investissements, des coûts conséquents, plutôt essayer de faire que cette eau qui arrive sur la parcelle aille directement alimenter la végétation qui s'y trouve. L'intérêt, c'est de poser les bonnes questions au bon moment, la question de qu'est-ce qu'on avait sur le site avant, qu'est-ce qu'on a sur le site aujourd'hui. Ça permet d'avoir un projet, comme je le disais, qui va être résilient et qui va fonctionner. On va avoir de la végétation qu'on va garder. Cette végétation-là, elle poussait très bien toute seule avant qu'on cherche à intervenir. Et ben, elle poussera, elle sera encore présente demain. On l'a vu cet été, on a un plan canopé actuellement sur la ville de Strasbourg. On essaie de planter massivement des arbres sur le territoire. Et on a malheureusement, depuis ces 2-3 dernières années, avec les étés très chauds et très secs, énormément de pertes dans les plantations. Malgré les arrosages qu'on a pu réaliser, malgré les interdictions d'arrosage, on avait des dérogations, et malgré ces arrosages, nos arbres n'ont pas survécu. Par contre, les arbres qui survivent, c'est ceux qui étaient déjà là, qu'on n'est pas venu planter, qui ont poussé pour certains naturellement. Dans le cas de ce projet, on a de la végétation présente le long du cours d'eau, qui est venue s'installer naturellement, des espèces de saules, d'aulnes, de bouleaux, toutes des espèces pionnières ou des espèces liées au milieu aquatique qui s'épanouissent pleinement sans qu'on intervienne. L'intérêt de travailler sur ces questions-là, ça nous permet d'avoir des projets qui sont résilients, ça nous permet aussi d'avoir des projets qui sont plus singuliers. Ce qu'on regrette un peu beaucoup de plus en plus dans l'aménagement du territoire, c'est de voir des projets qu'on voit à Strasbourg, mais qu'on pourrait voir à Paris, qu'on pourrait voir dans le sud de la France, et on perd une certaine identité de nos territoires et des sites. Et quand on arrive à travailler, à étudier finalement notre site, la singularité du site, on arrive aussi à avoir des projets qui sont beaucoup plus singuliers et beaucoup plus intéressants. Et quand je vous parlais du fil conducteur, à ne pas oublier durant toutes les phases de projet, il ne faut pas les oublier jusqu'à une phase beaucoup plus opérationnelle. Là, je vous ai mis à l'écran ces 2 autres projets sur lesquels on travaille actuellement. On a accompagné les porteurs du projet depuis le début. Les porteurs de projet sont très intéressés par ces démarches et là nous ont proposé, eux spontanément, un certain nombre d'aménagements à intégrer dans le bâti. C'est très très beau sur les visuels, l'intention elle est là, c'est parfait. Pour le coup, en regardant un peu plus dans le détail, il y a beaucoup de choses qui nous ont re-questionnés. Vouloir mettre un nichoir pour un oiseau quelconque, c'est très bien. Mais ce n'est pas parce qu'on met un nichoir pour un oiseau d'une espèce qu'on a choisie parce qu'on la trouve jolie que l'espèce va venir sur le site après. D'où l'intérêt d'avoir regardé qu'est-ce qu'on a sur le site avant, d'essayer de bénéficier au maximum d'un diagnostic écologique sur les sites, et après d'essayer effectivement de faire que ce bâti soit plus accueillant aussi pour la faune et d'intégrer pour le coup des équipements qui permettront de renforcer l'accueil des espèces présentes. Sur le site que je vous ai présenté précédemment, dans les vieux entrepôts des centres techniques, juste avant la démolition des bâtiments, en fait, on a découvert qu'on avait un certain nombre d'oiseaux en fait, qui nichaient dans les bâtiments, des espèces pas forcément rares, assez communes, des rouge-queues et autres. Et pour le coup, là, on s'est vraiment dit, ben voilà, on détruit un bâtiment, le rouge-queue, il trouvait un refuge. On détruit les bâtiments, on va faire une école. Mais pour le coup, on va intégrer dans l'école des équipements pour des oiseaux, et pas n'importe quels oiseaux, les rouge-queues qui étaient présents sur le site au départ. Et ce que je rajoutais un petit peu en remarque en bas, ne pas oublier d'expliquer et communiquer, je pense que c'est quelque chose qui est indispensable aussi pour nos aménagements, pour des aménagements plus durables demain.
c'est d'avoir cette logique de fil conducteur, de ne pas perdre les questionnements qu'on s'est posés au départ et de réussir à l'expliquer. Il y a beaucoup de pédagogie à faire. On a plusieurs corps de métier qui se succèdent dans des phases de projet et il faut réussir à expliquer le pourquoi on fait telle action, pourquoi on intervient de telle façon. On a effectivement, en général, les architectes sont présents sur globalement l'ensemble des projets. On peut avoir par exemple un paysagiste qui va plus intervenir en phase finale. Une fois que le projet sera à peu près au niveau du bâtiment, en tout cas réfléchi, le paysagiste il va venir proposer des équipements et des aménagements des espaces libres extérieurs et des plantations. Si le paysagiste, on ne lui fournit pas les éléments de diagnostic de départ, son projet ne pourra pas être cohérent avec la démarche d'ensemble. Donc c'est vrai que la nécessité d'expliquer de la pédagogie et l'accompagnement de A à Z est indispensable. Et avec cette démarche et cette approche, on arrive à avoir des projets qui sont fonctionnels, qui sont résilients et qui, on l'espère, vont faire de nos villes demain des habitats pour l'espèce humaine encore acceptables. Merci. Merci Adine. Alors je retiens 3 choses dans ce que vous venez de dire. L'importance de cultiver l'approche contextuelle sur un site, quelle que soit son échelle. On ne peut pas concevoir un projet durable sans compréhension, sans analyse de l'existant social, l'existant historique, l'existant environnemental. La deuxième chose, c'est la nécessité de concevoir un milieu à partir de ses vides avant d'y mettre les pleins. Et le troisième élément, c'est de réfléchir un projet, pareil, quelle que soit son échelle, en questionnant la fonction avant d'imposer une forme. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, ça a été rappelé hier par Guillaume Lecointre, et ça avait été déjà dit au XVIIIe siècle par Maupertuis, qui expliquait que c'est la fonction qui donne la forme. Et pour illustrer ce propos, j'avais envie de finir cet échange par une petite vidéo vous montrant l'un des projets qui a été conçu à l'agence, avec une approche biomimétique particulièrement ambitieuse, projet que nous avons proposé pour héberger le centre d'excellence en biomimétisme marin de Biarritz, qui va être lancé. Alors, pardon, je vais peut-être reprendre ça.
Voilà, alors excusez-moi, en fait je voulais commenter en même temps que le film, mais ça ne marchait pas. En fait je vous parlais alors ce projet qu'on a baptisé Estran, on ne l'a pas baptisé Estran au démarrage des études. En fait le mot Estran est venu au fur et à mesure du projet, parce que c'est en ayant justement cette logique de recherche de fonction avant la forme qu'on s'est rendu compte qu'on avait répliqué l'Estran. Alors l'Estran, c'est ce plateau continental qui vit le flux et reflux des marées, qui est organisé en 3 couches différentes, qui chacune ont leur propre biotope. On avait un site, donc, dans cette approche contextuelle d'analyse du site, qui était avec une topographie très particulière, en cuvette, et dans un contexte très pavillonnaire, avec des riverains dont il fallait évidemment protéger les vues, étant donné qu'on allait mettre un bâtiment qui n'existait pas avant. Donc la première volonté, c'était d'intégrer ce bâtiment à la topographie, avec du coup forcément la toiture, la 5e façade, comme étant la plus visible, et dans un contexte où se trouve également sur site énormément d'eau, parce que la présence d'une nappe phréatique, parce que des eaux d'hydrocarbures qui viennent des voiries en amont, parce que la présence de l'océan, et parce que Biarritz, qui est une ville à la pluviométrie qu'on connaît. Et donc l'objectif était vraiment, par l'approche biomimétique, de réussir à concevoir un bâtiment filtre qui, à l'image des acidies de la mer qui filtrent les eaux de la mer, allait pouvoir filtrer les eaux de la terre. Voilà. Et en fait, en ayant ce processus itératif avec des scientifiques avec lesquels on a collaboré, on a finalement reproduit le fonctionnement de l'Istran qui a donné le nom à notre projet. Donc oui, la ville sera au rendez-vous de l'histoire. La ville. Merci Clémence. Merci beaucoup pour vos éclairages, pour cette ville nourricière, énergétique, végétale, faite de vie, de biodiversité. Effectivement, une ville adaptée à son temps, à son histoire, à là où elle est installée. Et merci pour cette petite vidéo. Finalement, on t'a pas entendu sur la vidéo, mais ça a créé une petite ambiance zen. C'était très sympa. Merci beaucoup.